Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes noblement installés chez notre historien Mustafa Kadili. Salut Mustafa. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue, ça va, ça fait plaisir d'y retrouver de nouveau, hein. Ça fait longtemps. Eh ben écoute, on est très content aussi de te voir et nous avons besoin de tes lumières concernant... Alors on va se promener dans un Maroc ou un Maghreb ou une Mauritanie ou une Numidie pré-islamique et même pré-chrétienne, hein, puisqu'on est avant Jésus-Christ. Oui. Et on va s'intéresser à Massinissa. Qui est cet homme, s'il te plaît? Roi parmi les rois, Massinissa, paraît-il, leur seigneur. Il était du côté de ce qu'on appelle la Numidie, c'est-à-dire à cheval entre l'actuelle Tunisie et l'est de l'Algérie. Nous sommes à un moment de l'histoire qui va à peu près moins 238 jusqu'à moins 148, parce qu'on fait à l'envers les calculs pour la période avant Jésus. Nous sommes au moment où on parlait de Rome déjà, mais c'est pas encore Rome l'Empire, c'était encore ce qu'on appelait la République. Et surtout... Quand tu dis que c'était pas encore l'Empire, c'est-à-dire que c'est une version un peu light. C'est pas l'Empire romain, enfin, c'est-à-dire qu'il est moins puissant que celui qu'on va avoir avec César et compagnie. Justement, il est moins puissant et il commence à sentir sa puissance puisqu'il rentre en compétition avec Carthage. Alors Carthage est une sorte d'empire commercial, pour ne pas dire un empire politique. Carthage, c'est un ensemble de comptoirs de commerce installés partout dans la Méditerranée, en Espagne, dans l'actuel Maroc, Algérie, plus à l'est, en Sicile, en Italie, une sorte d'empire commercial parce que quand on parle de Carthage, on ne parle pas d'un État qui a conquis du monde avec des armées, mais surtout un État qui a conquis le monde par le commerce et les échanges du produit. Tu en parles presque comme une société privée de Carthage. Oui, c'est un peu... On a un réseau de distribution. Puisque c'était la ville de Carthage d'ailleurs qui était la capitale, et puis il crée même une succursale en Espagne qui s'appelle toujours Cartagena. Ça nous a donné notre Cartagena en Darija, un peu le bout du monde. C'est pour ça que je parle d'un empire de type commercial, c'est-à-dire des comptoirs commerciaux installés dans les ports pour l'échange des produits, et eux, ils faisaient le commerce de ces produits d'une partie à une autre. Et justement, c'est avec l'émergence de Rome qui va commencer à changer un petit peu de régime avec Carthage, et la dispute va commencer sur la Sicile. C'est là qu'on commence. Donc la dispute entre Rome et Carthage, les guerres puniques, c'est ça? Les guerres puniques, absolument. D'accord. Il y en a eu 3, la première, la seconde, la troisième, à des différents moments de l'histoire. Et c'est la Sicile qui était l'origine du problème entre les deux empires, si j'ose dire, un de type commercial et un de type politique qui commence à s'installer par la force et la création de ce qu'on appelle les légions. On est encore loin du temps de Jules César, justement en cette période que le régime politique de Rome va changer et on va commencer à parler en termes d'empire, puisqu'il va essayer même de conquérir l'Égypte au temps de Cléopâtre, par la force, par les armées. C'est une autre histoire. On est bien avant César, donc on est en moins combien? Tu nous as dit moins 150? Moins 238 jusqu'à moins 148, c'est-à-dire 2e siècle avant Jésus. Alors pourquoi ce Massinissa est dans mon podcast? Parce qu'il s'illustre dans ses guerres puniques. D'abord, il fait l'alliance avec Rome. Ça pourrait paraître un peu étonnant, mais je veux dire certainement, comme d'habitude dans les analyses, on regarde en termes d'intérêt sur ses intérêts à lui, pour pouvoir grignoter sur Carthage, qui était à côté de lui, qui était une puissance commerciale, qui avait beaucoup d'argent. Il y a une vie intellectuelle, il y a une vie urbaine, il y a de la création, il y a de la pensée, il y a de la religion, énormément, de religion partagée par tous les habitants de Carthage. Mais quelle est cette religion? C'est du polythéisme. C'est un polythéisme type un peu grec ou comment ça marche? C'est mélangé. L'icône la plus connue, c'est la déesse Tanit,
paraît-il, qu'on trouve encore aujourd'hui chez nous symbolisé dans ce qu'on appelle l'khlala, le tazarzit, c'est le truc avec lequel les femmes attachaient leur izar auparavant, cette espèce de triangle. Fibule. La fibule, exactement. La fibule. C'est, paraît-il... Quel est le rapport entre la déesse et la fibule? Eh bien, paraît-il, c'est la représentation de la déesse et dans la fibule, puisque cette déesse Tanit était la déesse par excellence de Carthage, qui était vénérée et qui était, paraît-il, un symbole de la fécondité. C'est pour ça que, paraît-il aussi, on trouve que les femmes chez nous sont restées attachées à ce symbole qu'elles utilisent pour attacher leur izar avant l'apparition de la djellaba et tous les trucs un peu modernes. Alors attends, revenons à nos moutons. Massinissa, donc il évolue plutôt vers l'Algérie, la Tunisie aujourd'hui, juste pour utiliser Oui, l'ouest de la Tunisie, l'est de l'Algérie, ce qu'on appelait la Numidie. Donc vers Constantine. Oui. C'est ça. Oui, Constantine, Kef, et ce qu'on appelle l'Afrique. Et pour rappel, on a l'Égypte, c'est un terme très ancien. On a la Libye, le pays des Libyens, c'est l'un des termes qu'on utilise pour les populations à l'ouest de l'Égypte à l'époque. On a l'Afrique, c'est-à-dire la Tunisie aujourd'hui. On a la Numidie, qui correspond un peu L'Algérie. à l'Algérie, et on a la Mauritanie. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est des termes romains, ça. Non, c'est des noms locaux. C'est des noms locaux repris par les Romains. Parce que pour la Mauritanie, tu as Mourtnouatan, c'est, paraît-il, le pays du couchon, parce qu'on a Mauritania, Mourrakouch. C'est un mot le pays. C'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui pour désigner l'appartenance ou avoir la part. Et la Numidie, paraît-il, ça nous a donné les nomades, c'est-à-dire le pays des nomades. L'Afri ou l'Africa, paraît-il, ça a référence à Ifri, les grottes, parce que il y en a encore juste à côté de la ville de Tunis, des traces très anciennes qu'ils appellent Houanet, c'est des espèces de grottes aménagées. On peut visiter ça en Tunisie. Aménagées dans la roche, mais ils ne sont pas naturels, ils sont aménagés. Donc c'est des termes locaux. C'est des termes locaux. Si je peux apporter ma petite contribution à ce podcast, l'Égypte a donné les gypsies. Le terme anglais anglophone pour désigner les tziganes. Les tziganes, oui, les nomades. Les manouches, les nomades d'Europe. Et ils estimaient qu'ils venaient d'Égypte. Bon, après, oui, je te laisse l'analyse historique, je ne sais pas si tu peux. Non. Bon, en tout cas, on est en dehors du sujet, mais c'était juste parce qu'on était parti sur. Non, c'est bien parce qu'on a toujours cette histoire de racines. C'est pour ça que le terme barbare vient à un moment donné pour désigner ceux qui étaient derrière la frontière de la Mauritanie, de la Numidie, de l'Africa et de la Libye, c'est-à-dire du Lims ou la côte. Les barbares, c'est ceux qui habitent de l'autre côté. Qui sont-ils? On a d'autres noms, comme pour les habitants du Sahara, les Gitules ou les Garamantes. Alors les Gitules, paraît-il, ça nous a donné les Igouzoun ou les Gouzoulins, c'est une déformation phonétique, paraît-il. Les Garamantes, ça nous a donné les Igouremen, les Marabouts. Et les Garamantes, c'est un peu les lieux d'origine des c'est le contraire. En fait, est-ce que c'est les Gétules quel mot a précédé l'autre? Il ne faut pas oublier que quand l'écriture se faisait en punique ou en latin, il subissait l'altération ou bien la modification phonétique. Bien sûr. C'est comme ce qui nous arrive maintenant pour écrire quelque chose. Par exemple, en tamazirt, quand on écrit en arabe, ou même à l'époque coloniale, quand ils écrivaient en français, soit ils écorchaient le terme, soit ils le déformaient phonétiquement. J'ai l'exemple en tête rapidement, comme ça, le Mokhtar Soussi pour Ergan. Il va presque créer un néologisme, mais il va l'appeler en arabe al-Herjan. Alors bon, qu'est-ce que ça pourrait signifier le mot herjan dans la langue arabe? Mais pour lui, dans son esprit, c'est une manière il a retranscrit ce qu'il entendait. De rapprocher, oui, mais il déforme phonétiquement. Mais forcément, parce que toi en français, tu t'appelles Mustapha Kaderi. Oui, c'est une... Et c'est loin de ce qu'on entend si on le dit... C'est soit une altération, soit une déformation phonétique. D'accord. C'est pour cela aussi, quand on lit quelque chose dans le texte, en latin ou en arabe, qui a une relation avec l'Afrique du Nord, c'est en soi une technique et une méthode d'essayer de deviner, de décoder le mot original. Le mot originel. C'est pour cela aussi qu'on a du mal à comprendre la signification des noms de cette époque-là, des fois, parce que les sources qu'on a sont en latin. Parce que quand on lit Massinissa, Aderbal, Sifax et Bocchus, on est dans Astérix. Oui, voilà. Ça sonne pas à nos oreilles aujourd'hui. Non, on voit pas très bien ce qui s'est passé entre eux et nous. Enfin, on se lie pas à eux en tout cas. Non, oui, c'est normal. Pourtant, si on arrive à les déformer phonétiquement, parce que comme pour Kousseïla qui devient Axel, ça peut avoir du sens.
Ce n'est plus Koseil al-Kassoul, ça devient Axel, un prénom qu'on trouve C'est encore même pas le aujourd'hui Kassoul, chez c'est les le petit Européens. Kassoul. Où on est en train de parler de Massinissa, on va parler de son petit-fils Jugurtha ou bien Jugurten, l'aîné, ou là le plus grand, ou là Sidhum, ou là le Kbar Minhum. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître la Mauritanie, c'est-à-dire l'actuel Maroc dans l'histoire, puisque jusqu'à ce moment-là, paraît-il, Rome ne connaissait la Mauritanie que de nom et vice-versa. Mais il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de relation. Ce n'est pas à ce moment-là que Rome s'incruste en Mauritanie. La Mauritanie reste encore très indépendante et loin des problèmes et des conflits qui se passent côté Afrique, la Tunisie, c'est-à-dire le point le plus proche de la Sicile et de l'Italie, où Rome va émerger soit en tant que république ou en tant qu'empire plus tard. Donc Massinissa, revenons à notre ami, il est l'allié de Rome contre Carthage. Absolument. Et ils finissent par... Et il est un roi. Il est un roi de son pays, la Numidie. Voilà, donc plus ou moins l'Algérie, pour aller vite. L'Algérie-Tunisie, les frontières, c'est venu d'une manière postérieure. Et ils finissent par détruire Carthage. C'est ça un petit peu le... Qui, Rome ou Massinissa? Rome et Massinissa, leur alliance. Parce que Massinissa s'est allié avec Scipion. Mais qui est Scipion? Scipion l'Africain, c'est un magistrat de la République de Rome qui était désigné comme chef des armées en Afrique. Donc c'est un général? C'est une sorte de chef, oui, général, membre du directoire ou du collège qui dirigeait la République. Donc c'est lui qui gérait l'armée, le chef de l'expédition tunisienne. Mais pourquoi l'Africain? Il est surnommé l'Africain parce que c'est en Afrique qu'il a mené sa carrière et c'est là qu'il a fait sa réputation, puisque c'était pas facile. On avait en face... Comme Rommel l'Africain. On avait en face de l'autre côté quand même à un moment donné quelqu'un qui s'appelait Hannibal. Alors Hannibal, selon l'imaginaire, il a une mauvaise image. Hannibal, le cannibale carrément, celui qui va essayer d'attaquer Rome par le nord, c'est-à-dire il va partir de Carthage, il va traverser toute l'Afrique du Nord, il va traverser la Méditerranée, il va remonter l'Espagne et la France jusqu'aux Alpes, jusqu'au côté Chambéry, paraît-il, et on a encore un col de Hannibal là-bas, c'est-à-dire il va tracer carrément vers le nord pour descendre vers Rome par le nord-est de la France actuelle, par le nord de l'Italie, par les Alpes côté Chambéry, Grenoble. Avec des éléphants. Et avec des éléphants, absolument. C'est là que les éléphants ont fait leur apparition en Europe. Donc Hannibal apparaît dans cette histoire comme une sorte d'icône également, assez importante, sauf comme il est présenté comme un barbare encore de nouveau qui voulait détruire Rome. Je veux dire, on a une image générique sur lui. Nous sommes dans ce contexte-là, c'est pour cela que cette alliance de Massinissa avec Scipion, l'Africain, au début c'était contre Rome une question d'intérêt, certainement chacun avait son compte à régler avec cet empire commercial qui domine le commerce et apparemment en dominant le commerce il domine les ressources. Et à partir de là, l'Afrique du Nord va rentrer dans une nouvelle période de l'histoire, puisque ça correspond aussi en même temps à ce moment où Rome commence à changer de régime avec les luttes des clans, parce que avec l'empire qui s'agrandit, il commence à conquérir la Grèce, il commence à conquérir l'est de la Méditerranée, ils ont conquis l'Hispanie, la Gaule. Je veux dire, là, l'Empire se grandit et les luttes de pouvoir commencent à l'intérieur de Rome. Et en même temps, l'Afrique est impliquée dans ces luttes de pouvoir, puisque les jeux d'alliance est toujours mis à contribution des uns et des autres pour gagner la partie. Et c'est pour cela que la période de Massinissa devient très intéressante, parce que non seulement il est allié de Rome contre Carthage, mais aussi il devient un élément fondamental dans la lutte sur le pouvoir entre les compétiteurs de la République à Rome. Donc il rentre pleinement dans l'histoire de l'Empire romain. J'ai un problème avec ce Massinissa et j'aurai le même avec Jugurtha, donc je vais te poser la question tout de suite. Comment il faut l'imaginer, ce bonhomme? Tu me parles d'une armée, il est comment physiquement? Il ressemble à nos grands-parents? Il ressemble à un Romain? On a son effigie, parce qu'il paraît-il, il a frappé monnaie et il y a son effigie sur la monnaie. Donc il ressemble à un homme marocain classique à l'ancienne avec une barbe, un maghrébin bien. Non, mais je parle pas tellement de sa tête. Je parle de son look là, son attirail guerrier. C'est un attirail romain. Parce que j'ai du mal à imaginer la chose. Pas romain. Les Romains, César nous a bien emprunté la cape, qu'on appelle slam encore aujourd'hui. Peut-être on les a influencés beaucoup plus qu'ils nous ont influencés au niveau de l'habit, puisque César, quelques années après Jésus, une trentaine, une quarantaine après Jésus, son symbole de son pouvoir, c'est la cape. La cape rouge teinte à Essaouira. Au pourpre.
Voilà, n'est-ce pas? voilà. Et puis même, il mettait un symbole sur la tête, quelque chose qui ressemble à un petit rameau d'olivier ou quelque chose comme ça. On avait cette tradition, paraît-il, jusqu'aux années récentes, c'est-à-dire jusqu'au temps colonial. Le cheikh de l'Qbila, quand on élisait chaque année, ou le cheikh des pâturages, etc., pour le reconnaître dans le souk, on lui mettait quelque chose sur l'arza, quelque chose qui ressemble, soit peut être un bouquet de menthe, comme un bouquet de persil, qu'on voit d'ailleurs encore quand il y a une fête, des femmes portaient un roseau avec plein de foulards et toujours en tête un bouquet de menthe ou un bouquet de persil. Ça se faisait pour les chefs de tribu désignés pour s'occuper d'un domaine donné, pour être reconnaissable dans le souk. Et ben on leur mettait ça mais dans... si on te laisse continuer, tu vas nous expliquer bientôt que c'est nous qui avons fait le Colisée ou le Panthéon. Rien n'est impossible, mais en tout cas, c'est des symboles de pouvoir qu'on trouve d'une manière iconographique dans les traces écrites et dans les images qu'on nous donne, en tout cas, ou sur les symboles de pouvoir. Et c'est des choses qui ont existé chez nous, puisqu'on en trouve trace, soit dans les écrits de l'époque coloniale qui en ont parlé, soit aussi dans les mémoires orales. Vous savez, dans le système tribal, quelle que soit la nature des régimes ou les dynasties qui se sont succédées, avoir un chef un amrar ou un cheikh des canalisations, un cheikh des pâturages, un cheikh de guerre, un cheikh des vergers de Jnan, pour la récolte par exemple de zitoun, etc. Ça a toujours été quelque chose de systématiquement... De gouvernement, tu veux dire. De gouvernement, oui. Moi-même, j'ai trouvé les gardiens d'Ijnan de zitoun avant la récolte, juste avant la récolte, on les appelait les mzoulfa, les gens de la loi. Ils sont chargés de surveiller la non-entrée de personnes avant l'annonce officielle des récoltes. Et s'ils vous accusent de quelque chose, vous êtes condamné d'avance parce que d'abord, ils sont comme s'ils étaient un peu assermentés, les gens leur font confiance, ils sont un groupe et ils sont désignés pour ça. C'est-à-dire pour éviter que chacun puisse aller récolter à sa guise à tout moment quand on le lui dit sa tête, ben non, on décide collectivement d'organiser la chose et de désigner des personnes chargées de surveiller les lieux jusqu'au moment où tout le monde est d'accord qu'on doit commencer la collecte ou la récolte des olives à un moment donné. Et à partir de là, tout le monde a le droit de rentrer dans ça. Je l'ai vécu dans mon enfance et ça existe encore dans pas mal de régions au Maroc. Donc c'est un système de fonctionnement, de gestion des affaires courantes que les gens faisaient entre eux pour s'organiser, pour éviter les conflits, pour beaucoup de raisons qui font que ce sont des traces. C'est pour ça d'ailleurs que, en parlant toujours des histoires de Rome, les Français, les Espagnols, les Italiens ont essayé à tout prix de justifier un petit peu beaucoup de choses sur l'État, ce qu'ils appelaient les Berbères d'Afrique du Nord, sans rester dans l'État où Rome les avait laissés, c'est-à-dire avec un ensemble de pratiques que apparemment existaient dans les textes anciens et qui sont toujours dans la vie quotidienne. Or, ce sont des pratiques de la gouvernance locale, de la gouvernance au quotidien, de l'organisation des groupes. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est avec l'émergence de l'État moderne et le monopole de la violence légitime, comme on dit, que les choses commencent à changer, mais l'un n'empêche pas l'autre parce que jusqu'à aujourd'hui, on a les cheikhs des Agdal. C'est-à-dire, c'est des systèmes de fonctionnement encore qui peuvent apparaître étonnants, mais c'est tout simplement parce que c'est un système de gestion des ressources, de prévention de conflits, ni moins ni plus. Je voudrais bien revenir à ce Massinissa. Il avait une capitale, ce monsieur ? Oui, Sirta. Sirta, c'est Constantine aujourd'hui. Il était entre Sirta et le Kef. D'accord. Sirta dont on parlait. Il était impliqué dans ce qu'on appelle les guerres puniques, la deuxième guerre punique. Et c'est à ce moment-là qu'on avait Scipion l'Africain face à Hannibal et Massinissa qui était acteur de cette histoire. Est-ce qu'il va bénéficier de la destruction de Carthage ? Oui, certainement. Puisque Carthage va s'effondrer et ses comptoirs commerciaux vont s'effondrer, Rome va récupérer la partie nord de ce commerce en Europe et Massinissa va essayer de récupérer la partie sud. Oui, puisqu'il devient un grand... il s'installe dans un grand royaume, il récupère ce qui reste du domaine de Carthage et nous sommes à un moment donné de l'histoire à peu près moins 218 à moins 200 avant Jésus. Donc 200 ans avant Jésus, Massinissa était allié à Scipion l'Africain contre Carthage et l'icône de Carthage la plus connue à l'époque, le fameux général Hannibal. Et la destruction définitive de Carthage a eu lieu en 146 avant Jésus. D'accord. Exactement. La destruction définitive de cette ville. Donc Massinissa, il est déjà mort là ? Il est mort en moins 148. D'accord. Donc 2 ans avant la destruction finale, mais le gros du boulot a été fait.
Est-ce qu'on sait quelque chose de son royaume, de son mode de gouvernance, de sa monnaie, de ses pratiques, non? Quand on De imagine... son étendue déjà, de son étendue. Est-ce qu'il couvre à peu près l'Algérie, la Tunisie? Oui, en tout cas, il récupère ce qui est... C'est-à-dire, il déborde sur l'actuelle Libye, d'une part. Il déborde sur la Numidie vers l'ouest, y compris jusqu'à la Mauritanie, parce que tout de suite après, je veux dire, on va avoir son fils et son petit-fils qui vont apparaître sur la scène. Et c'est là qu'on va commencer à parler de la Mauritanie dans l'histoire, puisqu'il y a une sorte d'alliance et de mariage entre le roi de la Numidie et le roi de Mauritanie. C'est-à-dire, on commence une stratégie d'expansion par l'alliance et par le mariage et non pas par la guerre. Alors, à la mort de Massinissa en 148 avant Jésus, le pouvoir de son royaume était tellement grand que Rome, alors là c'est là que Rome commence à intervenir dans les affaires internes, va décider, ce Scipion, de diviser le royaume de Massinissa en 3 petits royaumes qui vont être distribués entre les fils et après les petits-fils de Massinissa. Donc en fait, tel que tu le présentes, si c'est Rome qui décide de couper le royaume, c'est un royaume vassal de Rome, plus ou moins. Et ça le devient, puisque Massinissa est mort. Et Rome intervient dans le partage du pouvoir, oui, en quelque sorte. Mais qu'est-ce que Rome? C'est toujours un centre de pouvoir, certes, mais aussi un lieu des alliances, des différents pouvoirs qui ont fait Rome. Parce qu'on dit Rome commence son expansion, commence à s'agrandir vers la Grèce, vers l'est de la Méditerranée, vers l'Espagne, et cette histoire de Sénat. Sénat, c'est-à-dire les représentants romanisés des différentes provinces de Rome et les conflits de pouvoir qui s'installent à partir du moment où tous les gens de l'Empire participent au pouvoir. Donc les gens de la Numidie participaient au pouvoir. C'est-à-dire que Massinissa, concrètement, il va au Sénat de Rome dire ce qu'il pense, c'est ce que tu nous dis? Oui, d'ailleurs, je ne sais plus qui avait dit, c'est Jugurtha, je crois, ou Massinissa, qui avait dit que Rome était à vendre à un moment donné, carrément. Il avait le jeu politique entre les mains, puisqu'il y a d'abord le système de corruption aussi, des sénateurs. Hein. Il y a le système des manœuvres, les basses manœuvres et les bonnes manœuvres, c'est-à-dire on agissait sur le centre du pouvoir à travers les différentes provinces qui constituaient cet empire naissant qu'on appelle celui de Rome. D'accord, alors revenons donc à la partition du royaume de Massinissa. Ça donne quoi à sa mort? Eh bien, c'est là que va apparaître Jugurtha. Jugurtha, paraît-il, ou Jugurthen, c'est un enfant adoptif. Il va livrer bataille à ses concurrents. Alors, ses concurrents, c'était ses frères ou ses demi-frères ou ses cousins. On va voir le nom. On a d'abord Adrbal. Hein, ça te dit quelque chose, Adrbal? Adrbala, ça va ça, Aziz. Oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, Adrbal, comme son nom l'indique, je veux dire Adrbala, le terme n'est pas étrange. Avec Adrbal, on avait son frère Hampsial. Alors là, Hampsial, pour le décoder, je ne suis pas capable, puisque la phonétique, elle est un peu altérée. Mais pour les spécialistes, certainement, en retrouvant la racine en 3 lettres du mot, ils peuvent nous donner le sens. Et c'est là que Jugurtha va émerger, puisqu'il va battre les deux, et il va même faire une alliance avec le roi de Mauritanie, qu'on appelait Bocchus, ou bien Iocus, Hayid, tout simplement, premier, qui a régné en Mauritanie entre moins 111 et moins 105. Nous sommes pratiquement à un siècle à la veille de Jésus, du début d'une nouvelle histoire, et d'abord l'émergence de l'Empire romain et l'émergence de la chrétienté en Afrique du Nord. Pour rappel, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la période, c'est-à-dire un siècle avant Jésus, entre Rome et la Mauritanie, il n'y avait pas beaucoup de relations. Par contre, il y avait beaucoup de relations entre Carthage et la Mauritanie par le système des comptoirs commerciaux installés à peu près entre Tanja et l'actuel Qnitra, voire jusqu'à... Des comptoirs carthaginois. Des comptoirs carthaginois jusqu'à même Souera. Justement, Carthage connaissait la Mauritanie, mais Rome, il n'y avait pas de relation directe ou indirecte. Il n'y avait ni commerce, paraît-il, encore moins de guerre, d'alliance ou de conflit avec la Mauritanie. Ça va venir beaucoup plus tard, à partir de la période de César, c'est-à-dire vers 30-40 après Jésus. Donc on a Bocchus. Il faut l'appeler Bocchus, c'est ça? Oui. Bocchus, c'est le roi de la Mauritanie. Bocchus Ier. C'est chez nous, ça? Absolument. Physiquement, enfin oui. Géographiquement. Oui, géographiquement, oui. On est dans l'actuel Maroc. D'accord. Jugurtha, il est où? Il est en Numidie. En Algérie. À l'est, voilà, toujours à l'est. Il a éliminé Adrbel et Hampsial. C'est de ses frères, en quelque sorte, là, ses cousins. Et il règne sur la Numidie. Tout seul. D'accord. Et quelles sont ses interactions avec Bocchus?
Eh ben, ils font alliance par mariage. D'abord, ils se marient avec la fille de Bocchus. Donc Jugurtha est le beau-fils de Bocchus. Absolument. Et Bocchus, c'est le beau-père de Jugurtha. Qui fait... Oui, son bien beau-père. sûr. Oui. Oui. Évidemment. Et donc, on a une sorte d'alliance Mauritanie-Numidie. Oui, tout à fait. Donc, une sorte de Maghreb United avant l'heure, c'est ça? Oui, en quelque sorte, par mariage, oui. En quoi Jugurtha s'est illustré, puisqu'on connaît ce nom et que Bocchus est beaucoup moins connu? Parce que justement, voilà, ça me revient sur Jugurtha qui disait que Rome était à vendre, parce qu'il rentre en conflit avec Rome. Jugurtha rentre en conflit avec Rome. Absolument. Il réclame une sorte d'indépendance, il tient tête, il est indépendant, il est autonome, il veut être indépendant, et donc il mène la guerre à Rome, parce que Rome s'incruste justement dans les histoires de la Numidie. Il la partage d'abord, ils veulent mettre la main dessus, y compris pour le commerce et ce qui va avec. Donc Jugurtha va tenir tête, et c'est pour cela justement qu'il émerge dans cette histoire. Et puis, il s'assure de l'alliance côté ouest, de son beau-père, donc il est tranquille, il a des armes, il a du soutien, etc. Sauf qu'à la fin, Bocchus a préféré faire une alliance avec Rome contre son beau-fils Jugurtha. Ah, d'accord. Donc le Maghreb United ne va pas durer longtemps. Ben non, parce que les questions d'intérêt de nouveau et les histoires d'intérêt, le beau-père finit par, trahir son petit-fils, son beau-fils, pardon, mais on ne connaît pas les circonstances et les détails puisqu'ils vont mourir pratiquement en même temps. Il capture Jugurtha. Bocchus Ier le capture. D'accord. Il le capture et il le livre à Rome. Et Jugurtha a fini sa vie à Rome, dans une cave, pas loin du Coliseum, je crois que ça s'appelle. Il y a une plaque qui commémore cet événement aujourd'hui à Rome, pour les gens qui la visitent. Le lieu où Jugurtha est mort est toujours là. Le roi numide. Le roi numide, il est signalé. Absolument. Écoute, je suis en admiration devant cette période sur laquelle on sait très peu de choses en fait. Disons qu'à l'arrivée, les problèmes commencent. Alors, à la période islamique, on a quelques flashbacks qui reviennent et surtout des flashbacks qui racontent un petit peu la période, l'arrivée des Omeyyades, Uqba, Moussa ibn Nusayr, Kahina, Axel, etc. C'est-à-dire, on a, Ibn Khaldun évoque cela et il en parle. Mais on ne va pas beaucoup plus loin. Apparemment, on n'avait pas de ressources. Les ressources qu'il y avait étaient en latin parce que les documents disponibles étaient essentiellement à Rome. Et vous savez, nous avons les chroniques selon beaucoup de chroniques ont disparu et on a des compilations par un certain historien qui s'appelle Salluste, qui a laissé des écrits sur la guerre de Jugurtha, par exemple. Il détaille bien les problèmes de Jugurtha avec Rome. Donc, comme apparemment à l'époque de Ibn Khaldun ou d'autres, on n'avait pas accès à ces documents-là, on n'a pas abordé ce moment-là. Ensuite, à l'époque coloniale, quand les Français, les Espagnols, les Italiens sont arrivés, ils ont focalisé sur un point de vue très simple. Rome, c'est nous, les Européens. Nous sommes les héritiers de Rome, et donc l'histoire de Rome, c'est notre histoire. Et si Rome, par exemple, était dans une position de domination, c'est que nous sommes dans une position de domination. Pourquoi, à mon avis, se considérer comme des héritiers de cette Rome? Parce que Rome est la capitale de la chrétienté, comme ils sont toujours chrétiens, les héritiers de la chrétienté et de Rome la chrétienne et de Rome la païenne sont les Européens d'une manière directe ou indirecte, y compris ce qu'on appelle s'approprier l'héritage gréco-romain, comme on dit dans un vocabulaire en Europe, mais tout est relatif. À mon avis, c'est pas comme ça que les choses se présentent. Mais nous sommes dans un moment colonial où on a essayé de montrer que nous, Européens, Espagnols, Italiens ou Français, nous sommes venus en Afrique du Nord juste récupérer notre héritage romain et continuer la récupération de notre héritage romain qui nous a donné aussi les Lumières, la Renaissance, etc. C'est-à-dire il y a toute une gymnastique dans ce domaine. C'est pour cela qu'en archéologie, on a essayé de montrer, de valoriser ce qu'on appelle les traces dites romaines, alors que probablement ils sont de la trace de l'époque romane, puisque par exemple pour Volubilis qu'on nous présente comme un héritage romain, ce qui est archi faux, puisqu'à ce moment-là de ce roi Bocchus Ier, il habitait Volubilis bien avant la période de Juba II. C'est-à-dire Volubilis existait comme un lieu... Oui, mais sous quelle forme? Un lieu urbain. Certainement, il a été rénové, ou il a été agrandi, ou j'en sais rien. Mais ça correspond à la question que je te posais tout à l'heure sur la représentation visuelle. Parce que je suis désolé, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire le lien entre tous ces gens-là et nous, et je n'y arrive pas. Dans quel sens? Dans le sens où, pour moi, ce sont une autre catégorie d'individus
qui ont disparu. C'est une époque, oui. Oui, non, mais non, je peux. Non, il n'y a pas de continuité. C'est plus profond que ça, exactement. Il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que la façon dont l'histoire nous est racontée commence. C'est-à-dire que même en termes de phonétique, quand on te parle de, je sais pas moi, ça commence avec les Almohades, les Mérinides, que je raconte, les Idrissides, les Almohades, les noms, tu les reconnais, tu les retrouves autour de toi. Les Youssef Mtachfin, tu vois bien que les gens s'appellent Youssef encore aujourd'hui. Les Driss. Pas forcément Tachfin. Pardon? Pas forcément entre vieux, mais pas Tachfin. Oui, non, d'accord, mais je parle des prénoms. Les prénoms, les Youssef, les Abdullah, les Mohamed, c'est nous. Les Mustafa, c'est toujours nous. Ces gens-là, on a l'impression que ce n'est pas nous. On a l'impression que c'est... Et c'est pour ça que je te posais la question sur la représentation visuelle de ces gens-là, y compris en termes, je ne veux pas dire esthétique ou cosmétique, mais plutôt de style vestimentaire. Ouais. Est-ce qu'ils ressemblent à, je repose la question, à nos grands-parents? Parce que tout à l'heure tu as dit quelque chose rapidement, ça m'a marqué, même si j'ai pas pu relancer. Tu as dit la djellaba c'est quelque chose de moderne. Mais pourquoi c'est moderne? Ça date de quand, la djellaba? Non, djellaba ديال العيالات qui est moderne. C'est le djellaba de العيالات. Alors, il date que des années 30-40, djellaba de العيالات. Ça n'existait pas. Alors très bien. Djellaba de الرجال, oui. D'accord. Mais le djellaba, ce qu'on voit le modèle aujourd'hui. Donc, soit. Si ma sinissa, je vais te poser. On ne sait pas. Non. On a des représentations iconographiques. D'accord. Donc il est un peu comme nos ancêtres qu'on a trouvés jusqu'aux années 60-70. En quelle langue il parle? Tamazirt. Quelle est sa vision du monde? Il se voit comme quoi? On ne sait pas. On ne peut pas le savoir, malheureusement, mais peut-être pour les spécialistes de l'époque, par les trouvailles, par les dessins, les mosaïques, les croyances. Je veux dire, il y a une vision du monde puisqu'il y avait des croyances qui sont une représentation du monde, justement. Et par ce système de croyances, la multiplicité des dieux, et on va y arriver d'ailleurs un peu plus tard, puisqu'on va avoir un roman de cette époque-là qui va nous donner une vision du monde de l'époque. Et avec ces personnages, ces dieux, ces mentalités, et figure-toi que des fois, paraît-il, en lisant le roman, pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, puisque l'humain est le même, la mentalité est le même. Qu'est-ce qui a changé? C'est la période, c'est peut-être des nouveautés qui sont apparues. On va parler du roman, mais on revient sur notre Massinissa et Ugurta qui font des guerres entre voisins, des guerres à Rome, qui apparemment donc, ont une certaine puissance militaire. Parce que Ugurta, tu me dis, s'attaque à Rome. Oui. Hannibal s'est attaqué à Rome. Je veux dire, il a un grand domaine qui c'est du costaud, donc. Il a un grand domaine. On n'est pas dans les 45 cavaliers énervés. Non. Voilà. Il a un grand domaine qui s'étend de la Tunisie actuelle à l'Algérie. À chaque fois que j'imagine nous-mêmes ou nos voisins d'ailleurs, toute cette zone géographique de cette époque-là, j'imagine quelques cavaliers énervés. Et là, tu m'expliques que... Non. C'est une armée, surtout la fameuse d'ailleurs, on parle encore de la cavalerie numide. C'est avec Massinissa que ce terme émerge. Alors, qu'est-ce que la cavalerie numide? Que sait-on sur elle? C'est-à-dire la charge de la cavalerie. Hado, ils ont attaqué Rome. Ouais. Quel panache. Non, parce que dans ma vision, pourquoi je te pose la question? Parce que ma vision de Rome est sûrement d'ailleurs fabriquée par la taille de leur empire, par tout ce qu'on a vu sur les techniques de guerre, les combats, la tortue, machin, etc. C'est bien ça. Oui, mais c'est la mobilisation des populations. Je veux dire, pourquoi Rome crée les légions? Il recrute des militaires un peu partout dans l'Empire, parce que les gens de Rome ne font pas la guerre, et ils ne font que manger et dormir. Et donc, il constitue des armées par des mercenaires qu'on appelle les légionnaires, c'est-à-dire qu'on va recruter un peu partout. Même Massinissa probablement va le faire, il va recruter à droite et à gauche. Mais n'oublions pas qu'il a des populations sous sa disposition, c'est-à-dire un ensemble de tribus cavalières. Ils utilisent beaucoup la cavalerie, et c'est à ce moment-là d'ailleurs avec. Parenthèse, non mais je précise aussi que Tboleda sans fusil, puisqu'il n'y a pas de fusil. Oui. Donc on est parti au sabre. Oui, justement. Alors, au corps à corps. Encore plus de panache. Absolument, au corps à corps. Je veux dire, c'est à ce moment-là qu'apparaît cette fameuse, la charge de la cavalerie numide, d'une phrase qu'on va retrouver jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La charge des goumiers, la charge des tirailleurs, la charge des spahis. C'est un terme qu'on va retrouver dans le vocabulaire de l'armée française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale,
parce que, paraît-il, ça fait partie d'une technique héritée de génération en génération, cette histoire de cavalerie ou charge collective pour en arriver au corps à corps. Parce que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les armes à feu, etc., oui, il arrive que le corps à corps s'installe à la place du feu, et puis c'est à la baïonnette, comme on dit. D'accord, mais là, de toute façon, c'est l'affaire réglée puisqu'il n'y a pas de feu. Donc, dans les techniques de combat ressemblent aux techniques traditionnelles qu'on voit chez nous, donc des chevaux qui vont très vite et des gens qui manient donc des armes blanches par-dessus. Et des chevaux adaptés aussi, adaptés ou entraînés en tout cas pour la guerre. D'où ma question, je suis désolé, mais excuse mon ignorance. Le cheval, j'ai l'impression qu'il est lié à notre histoire. Ah oui. Mais depuis quand ? En fait, est-ce que c'est une race qui est là avec les animaux, enfin, ou alors qui a été... هو اللي كيسميوه دابا البارب كيقولها عنده اللحية. Le cheval barbe, ouais. Ouais, barbe, mais عنده اللحية. Il n'a pas de barbe, ce barbe. C'est au fait ce qu'ils appelaient une manière politiquement correcte, cheval de barbarie, au fait. Barbe, c'est un raccourci de Donc, barbarie. aussi loin que tu reviennes, toi, en tant qu'historien, on a eu le cheval ici. Oui. D'accord. Même pour le dromadaire, parce que quand les Non, Français... parce que ça allait évident, mais en Amérique, par exemple, il n'y avait pas de cheval. Oui. En Amérique du Sud. Tout à fait. Il n'y avait pas de cheval. Tout à fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles les conquistadors ont été effrayés. Tout à fait, d'ailleurs. Voilà. Ils étaient effrayés par le cheval. Voilà. En Amérique du Nord, il y avait des chevaux. Oui. D'accord. Les cow-boys, etc., ils avaient des chevaux en Oui, face. mais paraît-il aussi pareil, hein, le cheval comme un animal dans les deux Amériques n'existait pas. C'est avec les conquistadors que cet animal débarque là-bas. Paraît-il. Hein. Bon, paraît-il. laissons les conquistadors, on retourne chez nous. Nous, on avait le cheval. Oui, sauf que quand les Français arrivent, à l'époque coloniale, pour construire notre passé, je veux dire, ils nous ont inventé, tout venait de l'extérieur. Même le dromadaire venait de l'extérieur. Le cheval venait de l'extérieur, venait d'ailleurs, etc. C'est-à-dire, ils ont essayé de développer une théorie comme quoi, ici, il n'y a que du courant d'air, il n'y a rien. Or, je veux dire, merci les Donc il y avait des chevaux sauvages au Maroc. Je ne sais pas quand est-ce, depuis que l'homme a domestiqué, hein, on va revenir encore à Héroud, depuis que l'homme a commencé à domestiquer ce qu'il a pu domestiquer, le cheval, la vache, le chien, le chat, et j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un animal associé à l'histoire de l'Afrique du Nord, comme c'est le cas pour le dromadaire. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Et malgré ce qu'on raconte, les traces sont là. C'est pour ça aussi que les dessins, les gravures rupestres, les pièces, l'archéologie, les pièces trouvées par les archéologues, les éléments de mosaïque, les dessins, les représentations des dieux, on voit toute une série d'animaux. Le cheval dans les gravures rupestres, à moins 4000 avant Jésus-Christ, je veux dire, c'est attesté, il n'y a pas de problème. Donc, 4000, c'est bon, on le valide, Dienne. Je valide. Mais je veux dire, quand on revient à cette histoire de l'humanité, mais qui a donné un qui comme un nom, le cheval, il est barbe, zama de barbarie, alors qu'il a dit non, hein, il est à Ourès, il est à Is, etc. Je ne sais pas pourquoi nous, on continue à utiliser un vocabulaire européen pour donner une barbe à un cheval qui n'en a pas et qui a sa propre particularité par rapport à l'anglo-normand de la Normandie ou de l'Angleterre ou le bardeau, j'en sais rien, ou le cheval des Mongols, etc. Je veux dire par là que la manière avec laquelle l'époque coloniale a construit notre passé a complètement défiguré et le travail de certains historiens après les indépendances et encore du pain sur la planche pour les archéologues qui tranchent énormément de choses parce qu'ils trouvent, parce que c'est ça les éléments palpables de l'histoire, au-delà de ce que n'importe qui pouvait raconter pour des raisons idéologiques ou pour construire un passé imaginaire, etc., comme ce qu'ont fait les colonialistes à l'époque coloniale. Donc, il n'y a pas, je veux dire, ça pourrait nous surprendre aujourd'hui, mais je ne pense pas que la notion de surprise doit être un élément fondamental de notre histoire. C'est pas parce qu'on l'ignore, c'est pas parce qu'on ne l'a pas raconté comme il se doit, et c'est pas parce que le récit adopté après les indépendances dans les différents pays maghrébins, en reprenant un petit peu quelques fragments de certains spécialistes, qui étaient vraiment spécialistes à l'époque coloniale, dans une perspective colonialiste, que les choses se sont passées comme elles ont été racontées, loin de là. Alors revenons à ton roman, je sais que tu veux nous parler d'un roman. Oui, c'est les métamorphoses d'Apulée. Apulée de Mador. Mador est une ville romanisée. Il a vécu, ce monsieur, juste un peu après César. Il a à peu près un siècle après Jugurtha, ou la Jugurthen. Il s'appelle Apulée. Il a vécu entre 125 et 170 après Jésus. Sa particularité, c'est le plus ancien roman de l'histoire parvenu à l'époque moderne. C'est-à-dire, on avait plein de romans qui ont disparu. Celui-là, curieusement, paradoxalement,
miraculeusement, il a survécu et aujourd'hui, il est disponible sur le marché. Alors, son titre original en latin, c'est Asinus Aurus. Et l'âne rouge. non, justement. Alors, Asinus, je vais le prononcer en tamazigh, c'est Asnus Aurus. Aurus, c'est une couleur, c'est l'ocre. Ouais. Et Asnus, ça peut être le petit de l'âne, comme ça peut être le petit du cheval. On le traduit maintenant par l'âne d'or. L'âne d'or, alors bon. Hein. Mais regardez comment le titre en latin, Asinosaurus, je veux dire, il colle parfaitement avec la langue amazigh qui s'appelle Asnosaurus. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de différence à part la terminaison en Donc, en Apulé, latin. il a écrit son livre en latin. En latin. Il a écrit sur quoi? Sur les métamorphoses. Non, physiquement. Physiquement. Sur des pots. Ça, je ne sais pas. Non, Ouais. mais c'est ça ma question. Ah. Il a pas diffusé. Non, je crois qu'on est dans une période entre le carré et le papyrus, c'est-à-dire entre ce qu'on connaît sur l'Égypte, le papyrus, et le début de l'apparition de ce qu'on appelle nous le carré. Le papier en version... On écrit à la main. On écrit à la main, tout à fait. Donc on écrit à quoi? l'encre. À peu d'exemplaires. Oui, certainement. Donc la diffusion, c'est pas énorme. pas énorme. Mais c'est qui s'occupait du savoir à l'époque, comme jusqu'à une époque récente, je veux dire, jusqu'à l'école moderne. C'est que le personnel religieux. À l'époque des religions polythéistes, ou après, à l'époque des religions monothéistes, c'est que le personnel religieux qui s'occupait du savoir et de l'écriture. Ils sont les seuls à apprendre à écrire et à lire. Et bien sûr, à cette époque-là, on a aussi un système d'apprentissage pour les juges, les avocats, les sénateurs, c'est-à-dire les lettrés, les gens qui apprenaient le latin. Ils étaient très peu nombreux, mais ça menait à des fonctions. Parce que ce Apulé, paraît-il, était avocat de métier. Et donc, il connaissait très bien la rhétorique, une matière parmi les d'autres qu'on apprenait à l'époque. Alors, le roman, c'est une histoire extraordinaire. Moi, je la comprends comme une histoire d'un Maghrébin, d'un Nord-Africain, ou d'un Amazigh romanisé à l'époque, qui a cru devenir un Romain, comme tous les Romains, mais les Romains lui ont renvoyé son image à la tête. Alors, je vais diviser en deux ce que je vais raconter sur lui, la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que ce monsieur abandonne le métier, il circule dans l'Empire, et puis arrivé au niveau de Tripoli aujourd'hui en Libye, il se marie avec une Romaine très riche. Eh bien, la famille de la Romaine très riche conteste ce mariage, il accuse de sorcellerie. Ils accusent ce monsieur Apulé de sorcellerie, et donc du coup, il va passer au tribunal et il risquait sa tête parce que c'est pas possible qu'une Romaine riche soit amoureuse d'un indigène même romanisé, en quelque sorte. Et donc, il joue sa tête, il sauve sa tête en tout cas, il est libre, il finit sa vie d'amoureux avec sa Romaine à Tripoli. Et qui l'a accusé? Les héritiers de la dame riche. D'accord. Sa famille. Parce que pour eux, c'est inimaginable qu'une Romaine de pure souche... Il l'a envoûté, quoi. Il l'a envoûté en quelque sorte, et c'est pour ça qu'il a joué sa tête et il l'a sauvé. Et après ça, il a écrit ce roman, et je crois que c'est le dualisme un petit peu entre l'indigène romanisé qui se croyait romanisé et qui se rend compte qu'il est toujours l'indigène même romanisé. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de monde à l'époque coloniale. Je veux dire, tous ceux qui ont écrit en français, qui ont été élevés en français... Exactement avec ce personnage qui... C'est ce qu'on trouve chez qu'on accuse de nier sa religion, sa race. Ouais. C'est ce qu'on trouve chez Mohamed Dib, chez Mouloud Firaoun, chez Saïd Gnoun, chez Drish Shraibi, chez même Ahmed Sfrioui. Je veux dire, c'est... Tu es en train de dire qu'il y a un lien entre Apulé et Drish Shraibi? Je veux dire, ils ont vécu peut-être la même situation à des différentes époques. Tu vois bien que toi-même, tu mets la France dans la continuité de Rome. Non, c'est l'histoire du colonisé assimilé, et qui se croit assimilé, appartenir à la caste normale. Or, on lui fait rappeler tout le temps son statut d'indigène. Alors, puisque tu parles du colonisé, de l'assimilé, de l'indigène, j'ai vu une série sur Netflix où un barbare germanique, ou Rome... Germanique signifie barbare. D'accord. C'est deux synonymes. Pas les nôtres. Sauf que les Germains sont fiers. Ils en sont fiers parce que c'est comme ça dans l'imaginaire aussi, dans la manière avec laquelle en France ils racontent l'histoire. Le germanisme est lié au barbarisme. Comment ça? Le germanisme, c'est le barbarisme. Et à chaque fois, il y a une destruction de Rome où il y a des problèmes, c'est les tribus barbares qui viennent du nord, les Germanes, qui font la mauvaise besogne. Donc on a les barbares du nord et les barbares du sud de la Méditerranée. Et toujours Rome au milieu. D'accord. Alors dans cette histoire, donc il y a un chef barbare qui donne, auquel on prend son fils, qui va être éduqué à Rome et romanisé, le fils du chef
germanique, et qui va être renvoyé donc sous la forme d'un grand général, enfin d'un grand militaire romain, pour gérer justement la frontière avec ces barbares, et du fait de sa double nationalité, pour faire simple, sa double appartenance, bon, après il se passe quelque chose, il est censé pacifier la zone et gérer ces tribus barbares en étant un pied dans la barbarie et un pied dans Rome, voilà. En fait, dans la série, il comprend qu'il sera jamais vraiment considéré comme romain, donc il retrouve sa patrie d'origine. Bon, c'est de la fiction, mais ça a vraiment résonné dans ma tête par rapport à ce que tu nous as raconté sur Yuba, qui est donc le fils de qui d'ailleurs, Yuba Yuba II, fils de Yuba I. Voilà, fils de Yuba I, Ier, nous sommes en période de César. Voilà, en période de César, qui est capturé par Rome, élevé par Rome et renvoyé par Rome en Maurétanie Tingitane. Tout à fait. Voilà, donc ça, cette série-là, qui est une fiction, m'a fait prendre conscience, c'est peut-être une stratégie romaine. En tout cas, c'est celle qui, plus ou moins, à peu près ce qu'ils ont fait ici. Oui, c'est l'objectif est de manipuler, d'utiliser les uns contre les leurs. C'est classique. C'est ce qu'on appelle un peu les assimilés ou les assimilados de l'époque coloniale. C'est-à-dire, on prend les indigènes, on les élève un peu au niveau de la caste, les nationaux en quelque sorte, mais pour maîtriser les leurs, pour les utiliser contre les leurs. Oui, bien sûr, dans l'intérêt de l'Empire. Oui, c'est classique. Voilà. Donc c'est la même histoire, en fait. Oui, c'est classique, rien de nouveau, c'est pour cela que rien. Sauf qu'ils ont fait une série et nous non. Voilà la différence. Rien de nouveau sur le soleil. En tout cas, l'histoire de l'humanité, on a l'impression du fois qu'elle est une sorte de reproduction, sauf qu'il n'y a que les contextes qui changent. Et justement, c'est à cause des contextes que les suites ne se ressemblent pas et les conclusions ne se ressemblent pas, ce qui est complètement normal. Dans ce roman, notre Apulée nous présente un personnage qui est amoureux de la magie, justement. Donc il se balade et il cherche à apprendre à devenir magicien, à maîtriser les choses de la nature. Et donc il arrive finalement, il trouve une dame avec son mari, sa servante, il s'installe chez eux, cette dame fait de la magie. Et donc un soir, il était sur la terrasse avec la servante, en kikiné avec elle, et il voit la dame rentrer dans une petite chambre sur la terrasse, et il en sort comme un oiseau. Et surpris, il dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est madame qui va voir son amant, il se transforme en oiseau le soir, et avant la tombée de la nuit, il revient et il devient la femme normale. Et puis il dit, j'aimerais bien tester ce truc. Et la servante qui lui dit, c'est très facile, ça c'est le b.a.-ba de la magie, je sais faire. Donc il le fait rentrer dans la pièce, il lui fait le mélange nécessaire pour devenir l'oiseau, sauf que je ne sais pas où il s'est trempé, au lieu de devenir un oiseau, il est devenu un âne. Un âne qui a gardé sa raison. Parce qu'il commence à lui parler, il lui dit, tu me fais signe de la tête, est-ce que tu comprends? Il lui dit, oui. Je suis désolé, j'ai fait une erreur. Au lieu de devenir l'oiseau que tu as souhaité, tu es devenu un âne. C'est pas grave, c'est très simple. Juste le temps que le jour se lève, j'achète des roses, tu les manges et tu vas devenir l'homme que tu es. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Il fait le signe de la tête. Oui, mais maintenant, en attendant, tu vas à l'étable avec les animaux. Et donc, il le tire, il l'amène à l'étable où il y avait juste son propre cheval, justement, qui l'amène. Et d'ailleurs, il raconte la scène dans le détail. Il dit, le cheval me voyant arriver, il occupe la place de sans manger pour ne pas me laisser passer, partager sans manger avec lui. Bref, dans la nuit, les voleurs arrivent, ils volent la maison de la sorcière, qui est toujours un oiseau, il est parti quelque part, et ils volent les animaux, y compris l'âne. L'âne est volé, et là, l'âne continue dans sa condition de l'âne. Et le matin, il nous raconte, parce que il va devenir l'homme qu'il était à la fin de son récit, c'est un homme qui nous raconte son histoire de l'âne qu'il était. Et de beau matin, donc les voleurs qui ont embarqué tout ce qu'ils ont volé sur les animaux, ils marchent, et à un moment donné, ils voient les roses. Elle a dit, super, je vais manger les roses et je vais devenir l'homme que j'étais. Sauf qu'il a dit, mais les voleurs, s'ils me voient devenir un homme, ils vont me tuer. Qu'est-ce que je fais? Et donc il réfléchit, il a dit, je reste dans ma condition d'âne pour le moment pour sauver ma vie. C'est toute la problématique existentielle, philosophique de l'être humain. Rester un âne et subir le sort que vont lui faire subir les voleurs, ou sous leur autorité, manger les roses et devenir l'homme qu'elle était, mais sauf que les voleurs vont avoir peur d'un témoin et donc ils vont le tuer. Et il a préféré la vie, il a préféré rester un âne que devenir l'homme qu'il devrait être. Et là, je laisse l'histoire se raconter elle-même. Le livre, il est disponible dans les librairies, il est même dans le programme d'agrégation de la langue française en France. Les gens de l'agrégation, ils le passent. Ça s'appelle Les Métamorphoses ou l'âne d'or. D'accord, donc c'est un peu l'ancêtre de
Harry Potter et de Franz Kafka. En Parce qu'il y a une quelque sorte. métamorphose de Kafka aussi. Oui, les métamorphoses de Kafka, absolument, parce que c'est Il se transforme en cafard, lui, par contre. Mais en tout cas, ce livre, il est très intéressant. Moi, comment dirais-je, il y a des récits dedans que moi-même j'ai entendus de la bouche de ma propre grand-mère, ce qu'on appelle les contes. Parce que c'est des histoires encastrées, c'est une histoire dans l'histoire, c'est des histoires dans l'histoire. Et Gustav Jung, le fondateur d'une deuxième ligne en psychologie, élève de Freud, qui est allé aux Amériques et qui a développé une nouvelle façon ou une nouvelle théorie en psychologie, c'est basé sur le mythe de Psyché, repris de ce roman d'Apulée, Les Métamorphoses. Or, le mythe de Psyché, la septième porte, comme parlait Syl Bouanani, la septième porte qu'il ne fallait pas ouvrir, il existe dans ce roman. Veiller le mort pour que les sorciers ne viennent pas faire toucher les aliments avec sa main, ça existe dans le roman, on en parle encore aujourd'hui sur les histoires de magie et de tout. Bien sûr, ça crée beaucoup de problèmes dans les morgues, où certains indélicats... Il en parle dans le roman Apulée comme pratique à l'époque. C'est l'origine du mot « veiller un mort » qui existe encore dans toute l'Europe. Veiller un mort, c'est ne pas laisser quelqu'un tout seul avant d'être enterré. Il faut surtout pas le laisser tout seul, donc il faut le veiller, il faut l'accompagner pendant la nuit précédente, par exemple, son enterrement, c'est le décès en fin de journée. Je veux dire, il y a énormément, et je crois que tout un chacun peut s'y reconnaître dans ce roman qui a à peu près maintenant 20 siècles d'âge, qui est toujours là, qui est considéré comme le plus ancien roman de l'Antiquité parvenu à la modernité. Et il n'est pas le seul, sauf lui, il a été sauvé pour des raisons autres. Ça, c'est dans l'introduction, les introductions qu'ont fait les spécialistes sur le livre. Pourquoi celui-là a survécu et pas d'autres, ça c'est un autre sujet. Mais j'encourage vivement les gens à y jeter un coup d'œil parce que vraiment, on va y trouver notre histoire de culture et d'imaginaire. Mais très bien, merci pour cette plongée dans le Maroc romain, Simstafa. Merci à vous. On a eu tout le monde. On a eu Massinissa, Yugurta, Scipion, Hannibal, Apulée. Bocuse 1, Bocuse 1, Bocuse 2. Et on a eu Bocuse 2, oui. Et Landor. Asnesauras. Merci beaucoup. Merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.